Bonjour, bienvenue dans l'émission Parlez vrai, l'émission qui donne la parole aux politiques de nos territoires. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous avons rendez-vous avec le député de Haute-Garonne, la 4e circonscription. Il s'agit d'un député de la France Insoumise, François Piquemal. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aime bien commencer ces interviews par une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique ? C'est pas une question simple, hein. Pour moi, c'est la plus simple. Ça peut. Vous savez, je pense que qu'est-ce qui m'a donné envie plutôt de m'engager, parce que la politique c'est une facette de l'engagement, mais il peut y en avoir plein d'autres. Ça peut être le monde associatif, syndical, des clubs sportifs et autres. Je pense qu'il y a toujours une part sociologique et une part intime dans chaque engagement en fait quand on en discute avec les gens. Moi, on va dire que j'étais dans un milieu où on m'a assez tôt sensibilisé à la nécessité d'être le plus altruiste possible et d'être dans la solidarité, que ce soit dans le milieu familial ou ailleurs. Et il y a quelque chose qui, enfant, m'a révolté, c'était de voir des personnes qui étaient à la rue. Je ne comprenais pas à la rue, je ne comprenais pas en tant qu'enfant, et je faisais du catéchisme à cette époque-là. Je me souviens que c'était des questions métaphysiques un peu que je me posais. Comment, dans une société, on pouvait accepter que nos semblables, des êtres humains, se retrouvent à la rue quand d'autres avaient un toit au-dessus de la tête. Et avec le temps, vous avez trouvé des réponses ? Je n'ai toujours pas trouvé de réponse valable à cette question et ça reste pour moi une injustice assez terrible et ce qui est encore peut-être plus dur, c'est le fait qu'on ait fini par accepter ou banaliser cela. Et je pense que pour moi, une figure comme l'abbé Pierre dans mon enfance a été une figure très importante d'éducation politique et à la sensibilité vis-à-vis de l'injustice et vis-à-vis de l'autre. Pour rentrer dans le vif du sujet, parler politique, cette semaine, lundi, vous étiez en congrès, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale réunie avec le Sénat à Versailles. Comment vous avez vécu ce moment et qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, il y avait, c'est certain, la sensation d'être dans un moment assez historique, moins par le décorum, même si le décorum a sa symbolique, aller à Versailles, se retrouver en congrès avec les sénateurs, on sait que ça n'arrive peut-être qu'une fois dans le mandat et voilà, mais davantage pour toutes les femmes qui se sont battues depuis des décennies sur cette question du droit à l'IVG avec les conditions qu'on connaît, les horreurs qu'elles ont pu vivre. Vous voyez, là, j'ai le livre d'une écrivain que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Annie Ernaux. Elle a fait un livre qui s'appelle L'événement dessus, qui m'a forcément sensibilisé à ce sujet, même si je l'étais davantage. Donc, on a la sensation, à travers les discours de nos collègues, que ce soit Mathilde Panot, Mélanie Vogel, Cyrielle Châtelain et d'autres, qu'il y a un aboutissement d'un combat, alors qu'il n'est pas un combat fini, puisque tous les combats et les acquis sociaux sont toujours des choses à préserver, il faut y faire attention pour ne pas qu'il y ait de recul. Mais c'est sûr que c'était un moment historique qu'on a vécu, je pense. Concrètement, le fait de l'inscrire dans la Constitution, ça change quoi ? Ça change que c'est une reconnaissance de la République du fait que c'est un droit inaliénable qu'elle garantit au plus haut point. Vous savez, par exemple, on parlait du logement au début de cet entretien. Le droit au logement n'est toujours pas inscrit dans la Constitution. Il mériterait de l'être, c'est dans notre programme. On voit qu'il y a un certain nombre de droits qui peuvent paraître essentiels, qui ne le sont pas. Donc sacraliser ainsi le droit à l'IVG, je pense que c'est important comme signal qu'on envoie en France pour le droit des femmes, pour les droits des femmes, mais aussi à l'international. Vous avez parlé en début de religion. J'ai vu que le pape François avait fait un petit peu la grimace. Est-ce que c'est deux mondes différents, c'est des réflexions différentes? Comment vous le vivez aussi? Parce que vous m'avez parlé de catéchisme. Vous avez un peu, j'ai envie de vous dire, une double casquette. Le pape François, il est, c'est son rôle, j'ai envie de dire, de pape et de représentant d'une religion. Moi, je partage pas son opinion là-dessus. Justement, chacun doit être dans son rôle. Et le principe de la laïcité, c'est ça, c'est la séparation des églises et de l'État. Donc, une religion des membres d'une religion, d'ailleurs, je pense que tout le monde n'est pas d'accord
chez Oui, les il doit y personnes avoir autant d'avis de que de personnes confession existent. catholique. Voilà, donc le rôle de la religion, c'est un rôle spirituel et il doit être bien détaché et séparé du régalien en l'occurrence et là de l'inscription du droit de l'IVG à la Constitution. Je l'ai dit, vous êtes député de Haute-Garonne, c'est-à-dire Toulouse. Toulouse, Oui. dans l'esprit de tous, c'est l'aérospatiale, c'est Ariane, c'est des beaux projets. Vous êtes également membre de la commission permanente de la défense nationale et des forces armées. Comment vous vivez là aussi l'évolution de l'aérospatiale sur Toulouse? Alors, c'est des grands sujets. c'est vraiment une question complexe et intéressante parce que vous savez l'aérospatiale c'est une grande partie des emplois effectivement dans l'imaginaire, vous l'avez bien dit, collectif. On est aussi dans l'économie donc. On renvoie Toulouse là-dessus. Et c'est particulièrement intéressant quand on regarde cette histoire-là parce que Toulouse n'a pas été la ville de l'aérospatiale comme ça par hasard. Ça a été une volonté de planification d'aménagement du territoire avec ce qu'on appelle la DATAR, les grands plans d'aménagement de l'après-guerre en 1963, qui ont fait dire que un certain nombre de villes allaient se spécialiser dans des industries. Et c'est comme ça que Toulouse a véritablement, il y avait des prérequis évidemment, mais a pris son essor sur la question de l'aérospatiale. Et évidemment, c'est ce qui contribue aussi au fait qu'il y a beaucoup d'habitants qui arrivent chaque année à Toulouse parce que il y a de l'emploi lié aux commandes notamment d'Airbus et ça découle sur toute la sous-traitance. Après, ça ne doit pas faire oublier qu'on est parfois dans un paradoxe où il y a quand même un tiers de la ville qui vit sous les nuisances aériennes, par exemple de l'aéroport de Blagnac, donc avec des conséquences sur la santé, et qu'on arrive aujourd'hui en 2024 dans un moment où la lutte contre le dérèglement climatique va passer par un certain nombre de mesures courageuses qu'il va falloir prendre. Et parmi celles-ci, il y a la réduction inéluctable du trafic aérien. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus d'avions, il y en aura toujours des avions, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à la bifurcation que peut faire aussi le secteur aéronautique en la matière. Et j'ai envie de dire, nous à Toulouse, les premiers à réfléchir à ça, c'est des ingénieurs d'Airbus qui sont bien conscients justement des effets du dérèglement climatique et qui ont déjà des réflexions là-dessus. Et nous avons la chance d'avoir des ingénieurs et des entreprises à très haute performance. Je dis des ingénieurs, mais aussi des ouvriers spécialisés de très haute qualité. Il faut, je pense, avec eux et elles, réfléchir à quelle industrie pour demain dans l'aéronautique, le spatial et autres, à Toulouse notamment. Et ça nous ramène à une époque notamment qu'on avait connue au Moyen-Âge où, si vous voulez, Toulouse était la ville du pastel. C'est resté d'ailleurs dans les imaginaires. C'était un âge d'or de Toulouse. Et par faute de ne pas avoir su anticiper ce qui allait advenir après, eh bien finalement il y a eu un déclin économique par la suite. Donc le rôle d'un politique, à mon avis, c'est gouverner, c'est prévoir. Et donc c'est de voir avec les forces vives actuelles qu'est-ce qu'on fait demain pour Toulouse et quelle ambition pour notre ville. Est-ce qu'on peut mettre en opposition ou ensemble écologie et économie? Oui, totalement. Je pense que ça demande juste d'avoir assez d'inventivité et de créativité pour changer de modèle. La bifurcation écologique qu'on prône, nous, dans le programme de l'avenir en commun, c'est vraiment une bifurcation qui va créer de l'emploi, puisqu'il va falloir, par exemple, je vous donne un exemple, rénover thermiquement et phoniquement un certain nombre de logements. Donc ça veut dire que vous faites des économies d'énergie, ça veut dire que vous créez de l'emploi et des filières de formation en la matière. Et il y a plein d'autres domaines, je pense aux barrages, notamment la rénovation des canalisations, des barrages qu'on a puisqu'on perd énormément de litres d'eau parce qu'elles n'ont pas été remises à jour, qui vont créer de l'emploi, donc ça va totalement de pair. Quand on parle d'emploi, avec le temps, on est toujours en train de progresser. On voit qu'on a de plus en plus d'ordinateurs. On ne va pas parler de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on n'est pas aussi, puisque vous avez également dit qu'il fallait gouverner, c'était prévoir, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à travailler différemment aussi, j'ai envie de vous dire moi? Je pense que ces réflexions-là, elles sont d'ores et déjà en œuvre dans la société et dans la vision qu'ont un certain nombre de personnes. On l'a vu avec la période de confinement où de plus en plus le télétravail s'est développé et beaucoup d'employeurs témoignent du fait qu'aujourd'hui, notamment dans la restauration, la question du temps libéré du travail pour les salariés et les employés est de plus en plus importante. Donc effectivement, on doit réfléchir à d'autres modes de travail, mais surtout
on doit garantir du temps libéré du travail. Parce que le travail, quand on l'a choisi, quand on y trouve du sens, c'est quelque chose dans lequel on s'accomplit. Je dis bien ça parce que beaucoup de gens, il ne faut pas oublier, ne choisissent pas leur travail. On appelle ça des emplois alimentaires. Voilà, et il y en a beaucoup de gens qui travaillent davantage pour ramener un salaire à la fin du mois parce que leur travail est dur, il n'est pas valorisé, il est mal payé, il est précaire et tout ce que vous voulez. Donc il faut aussi réfléchir au sens qu'on donne au travail et pour ça, c'est de manière plus générale, donner un enchantement du monde, c'est comme ça qu'on appelait ça autrefois, à notre société, un sens commun à chacun, un horizon commun. Nous, c'est ce qu'on a développé dans la planification écologique et en découle un modèle économique et un modèle d'emploi également. J'ai beaucoup entendu cette phrase qui dit il faut travailler plus pour gagner plus, il faut que les Français travaillent, il faut travailler, il faut travailler. Et moi je dis toujours, c'est pas qu'il faut travailler, dans mon esprit, c'est que ce qui serait vraiment bien en France et peut-être même en Europe, c'est que tout le monde travaille. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu ce tout le monde. On laisse beaucoup de gens sur le côté justement de la route. Bien sûr, mais ça c'est le partage du temps de travail aussi. C'est-à-dire que on sait, il y a des études notamment de l'Observatoire international du travail qui montrent qu'on pourrait avoir une réduction du temps de travail s'il était bien réparti et que la productivité globale ne s'en ressentirait pas. Encore faut-il savoir de quelle productivité on a envie. Je pense qu'il y a des domaines où il faut croître et d'autres où il faut décroître. Donc effectivement, travailler plus pour gagner plus, oui, mais pour avoir quelle vie ? Quel temps passer avec sa famille, quel temps passer avec ses amis, quel temps de qualité on passe en dehors du travail. C'est des questions, je veux dire, assez basiques en politique et qui régissent d'ailleurs les fractures qu'il peut y avoir. Quand on travaille plus, est-ce qu'on ne prend pas un peu la part de quelqu'un d'autre ? Peut-être. Regardez, vous qui êtes dans le domaine des médias, moi je vois certains journalistes. Ils ont des émissions sur France Inter, des émissions sur France 2. Ça, c'est les grands journalistes. Ça. Voilà, mais il y a plein d'autres journalistes certainement compétents qui ont envie, des jeunes, des moins jeunes, à qui pourraient être confiées des émissions. Et c'est eux qui captent finalement le temps d'antenne, surtout quand il y a beaucoup d'audimat, on va dire. Donc moi, je suis pour le partage du temps de travail, y compris dans les médias, vous voyez. On va faire un petit retour sur Toulouse. J'ai noté aussi qu'en 2004 est décédé Claude Nogaret. Ça fait 20 ans, donc on peut lui faire un petit hommage, parce que c'était un grand homme et un Toulousain. On va aussi revenir au CNES. J'ai vu que le CNES avait un peu descendu au fil des années. Comment ça se passe et comment on réamorce la pompe là aussi ? Là aussi, on a une différence politique qui se caractérise avec ce qui a été fait sur le CNES ces dernières années. Le CNES, il faut savoir que c'est 32 000 emplois dans 260 établissements environ. Donc, c'est vraiment le fleuron et l'outil qui a permis à la France d'être en pointe, d'être un des pays en pointe dans le domaine spatial, en réussissant à allier des programmes de coopération internationale, mais aussi entre le civil, le militaire et de la recherche publique. Or, depuis qu'on a ce qu'on appelle le New Space, qui nous vient des États-Unis... Je déteste ces termes anglais, je ne les comprends jamais. Bon, oui, parce qu'il est... Je ne vais pas rentrer là de suite dedans pour essayer de le définir, mais disons qu'on a une vision du gouvernement qui tend davantage à faire confiance à de l'expérimentation à des initiatives privées de type start-up au détriment de la recherche publique qui a pourtant montré ses preuves en France à travers le CNES. Et les salariés du CNES ont fait d'ailleurs il y a quelques années une grève importante demandant davantage de moyens. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin en fait de chercher, comme l'a dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire, un new space à la française. Il existe déjà et il est même mieux, il est plus durable, il a montré ses preuves, ça s'appelle le CNES. Donc il faut réinvestir massivement dans le CNES, donner les moyens à ces travailleuses et à ces travailleurs de continuer leurs recherches et les expérimentations dans le secteur spatial qui nous seront bénéfiques. Ça veut dire plus de subventions ? Ça veut dire plus de moyens, effectivement, d'argent public, plus de moyens humains et plus de confiance aussi dans cette institution. On va quitter l'espace. Vous m'avez dit, vous travaillez également sur le logement. Aujourd'hui aussi, on est un peu stupéfait, j'allais dire. Il y a des endroits où on voit des logements vacants et pour revenir encore à ce que vous avez dit au début, on a des gens qui sont dans la rue. Donc là aussi, on a du mal à comprendre quel est le chaînon manquant entre les deux.
Aujourd'hui, il y a 3,1 millions de logements vacants en France. Il y a 330 000 sans-abri. Ça veut dire qu'en gros, pour une personne que vous voyez à la rue dehors, il y a 10 logements qui sont vides dans notre pays. Alors comment on en arrive à cette situation paradoxale ? Il y a eu une augmentation qui s'est faite de manière parallèle quasiment du nombre de sans-abri et du nombre de logements vacants, mais qui est liée à la marchandisation du secteur du logement et qui fait qu'aujourd'hui, pour des gens qui sont multipropriétaires, il ne faut pas oublier que la plupart des logements qui sont en location, 50% d'entre eux appartiennent à 3,5% de ménages qui sont multipropriétaires, c'est-à-dire qui ont 3, 4, 5, pour certains plus de 20 logements. Cette marchandisation, ce manque de contrôle de la part de la puissance publique fait qu'aujourd'hui, vous avez des multipropriétaires qui ont des logements vacants et qui savent que de toute façon, comme il n'y a pas de contrôle sur le foncier, ils n'ont pas besoin de les mettre sur le marché pour faire un bénéfice plus tard. Je vous prends un exemple concret qui s'est passé à Toulouse. En 2016, me semble-t-il, 2016-2014, nous avons le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, M. Moudinque, qui a vendu un grand bâtiment qui s'appelle le Quai Saint-Pierre, 5000 m², à un promoteur immobilier qui s'appelle Thierry Holdac. Monsieur Holdac. Monsieur Holdac, c'est un promoteur, il fait des affaires, c'est son droit. Il achète ce bâtiment 4,6 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons, c'est dans ces eaux-là. Il l'a laissé vacant pendant 10 ans. Alors je vous ai dit 2014-2016, c'était avant. Mais pendant quasiment 10 ans, il laisse l'immeuble vacant. Il disait avoir un projet de logement standing pour les seniors. Et l'immeuble est resté vacant. Il le revend à une autre société immobilière, la Cogedim, me semble-t-il. Plus de 11 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, sans avoir rien fait, il a fait une plus-value sans avoir rien fait, en l'ayant laissé vacant, peut-être en ayant payé des gardiens pour faire en sorte que personne n'entre dedans, se mettre à l'abri. Il a fait une plus-value, vous voyez, considérable, peut-être plus de 6 millions d'euros. Plus double, donc. Oui, donc vous voyez que la spéculation sur le logement vacant, c'est quelque chose qui existe, qui a été documenté d'ailleurs dès 2016. Oui, mais on ne peut pas aller contre l'économie, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions intermédiaires pour justement avoir des solutions pour pas que ces gens-là dorment dans la rue ? Au moins l'hiver, parce que l'hiver, on ne comprend pas comment ces gens y survivent. Bien sûr, alors là, je vous ai pris le problème de manière macro. Maintenant, si on le prend mais tout découle de ça aussi. C'est-à-dire, moins vous construisez de logements publics qui est adapté aux ressources de ceux qui en demandent, plus vous avez de chances que la demande soit embouteillée, que les gens aillent dans le privé, là où les loyers ne sont pas encadrés comme c'est le cas à Toulouse, et se retrouvent dans des difficultés de paiement du logement ou d'accès au logement. Maintenant, on a 330 000 sans-abri à la rue aujourd'hui en France. Alors, comment on fait ? Eh bien, il faut de l'investissement dans la construction d'hébergements d'urgence dans un premier temps. Regardez dans le parc de logements vacants, qu'est-ce qui est réquisitionnable ? Tout n'est pas réquisitionnable certainement, mais il y a certainement des immeubles ou des logements qui sont réquisitionnables. Et ensuite, avoir une politique de moyen terme et de long terme qui fasse en sorte que, quels que soient vos revenus, vous puissiez avoir accès à un logement digne. Parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a de plus en plus de gens qui sont fragilisés par rapport à la crise du logement. Le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre le montre bien d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le vrai problème, ce n'est pas les salaires, c'est le prix des loyers. Je pense que c'est un peu des deux, c'est-à-dire que les salaires ont stagné, ils ont un peu augmenté, mais, pas autant que l'inflation. Les loyers ont augmenté par contre. Et les loyers, eux, ont considérablement augmenté. Pour vous donner un exemple, moi, quand je suis né, en 1984, la part qu'on mettait du revenu dans le logement, c'était 13%. Aujourd'hui, c'est 30% et ça peut aller jusqu'à 50% dans les zones tendues. Et des villes encore plus. Donc, plus. vous vous rendez bien compte, et par exemple, vous voyez à Paris, mais même dans certains quartiers de Toulouse, quand vous êtes au SMIC, que vous louez un T1, un T2 qui va coûter 700, 800 euros. Comment vous faites ? Il n'y a pas que ça à payer en plus. Et il n'y a pas que ça à payer. C'est quand même, on est dans des situations où, pour moi, le fait qu'on accepte ça dénote une certaine immoralité. Donc il faut remettre de l'ordre dans la maison et dire maintenant ça suffit, les gens ont assez spéculé dessus, certains se sont fait de belles rentes immobilières en plus, donc on va encadrer, nous on est pour encadrer à la baisse les loyers, pour les faire revenir justement à des prix décents et faire en sorte de construire suffisamment de logements publics
pour que les personnes qui sont en attente, il y a 2,6 millions de personnes, de ménages qui sont en attente d'un HLM, puissent y accéder. Alors j'ai la chance d'être aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'être avec un député. J'ai une petite question technique concernant le RSA. On nous dit qu'il va falloir travailler 15 heures quand on est au RSA. Si on trouve 15 heures à travailler aux gens au RSA, c'est que finalement il y a du travail. Et finalement, si on les fait pas travailler ou on leur donne pas un vrai emploi, c'est que finalement on veut peut-être pas les payer, non? Oui, bah, c'est une vision, vous le résumez bien, c'est une vision du travail assez claire, c'est-à-dire comment avoir de la main-d'œuvre corvéable qu'on va pas payer ou en le menaçant, puisqu'on leur explique que s'ils n'y vont pas, ils seront raviés. Oui, bien donc, sûr. Donc déjà, c'est une vision. En fait, derrière, il y a une vision quand même de l'humanité assez négative, assez pessimiste. C'est qu'en gros, les gens ne travailleraient pas par plaisir, ils seraient oisifs et ils attendraient. Moi, je veux bien, on pourra toujours trouver vous savez, des exceptions qui confirment une règle. J'allais dire exactement la même chose. La plupart des gens qui sont sans emploi, ils demandent qu'une chose, c'est trouver un emploi dans lequel ils trouvent du sens et qui leur donne une fonction dans la société. Et une utilité à la société. Une utilité, exactement. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre. Je pense à des dispositifs qui sont très intéressants comme Territoire Zéro Chômeur, qu'il conviendrait plutôt de promouvoir plutôt que ce type de mesures qui avant tout culpabilise, stigmatise et contraint les gens qui sont déjà en difficulté. Pour rester dans la politique, il m'arrive de regarder les séances à l'Assemblée nationale et quand je vous vois vous agiter, les filles, je me dis mais finalement ils sont en train de faire le contraire de ce qu'ils devraient faire. Parce que quand on explique quelque chose, on est posé et clair, on comprend à peu près ce que la personne veut dire. Quand on vous voit vous agiter à l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'avez pas l'impression de brouiller votre message finalement ? Je pense que donner en plus une mauvaise image. C'est une question un peu compliquée parce qu'en fait, moi, je suis arrivé dans l'hémicycle, je n'avais jamais visité l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de visiter l'hémicycle, mais en fait, c'est un endroit très petit qui ressemble d'assez près à une salle de théâtre. Donc où tout est fait pour l'oralité. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des effets de groupe. Et quand on dit LFI, alors LFI est particulièrement mis en avant, mais de manière générale, par, on va dire, les grands médias comme étant l'archétype du groupe turbulent, etc. Mais en fait, c'est tous les groupes qui sont concernés par ça. Je ne dis pas LFI moins que les autres, hein, c'est tous. Si vous regardez bien, un observateur honnête vous dira oui, dans tous les groupes, il y a des effets de groupe justement, où parfois il peut y avoir de l'agacement, voilà, des mots qui volent haut, mais c'est des comportements aussi qui sont un peu choquants parfois. Vous savez, moi la première fois que je suis monté à la tribune, il y a certains députés Renaissance qui m'envoyaient des noms d'oiseaux pour vous déstabiliser. Bon, il y a pas, enfin voilà, vous apprenez que c'est un peu des us et coutumes, et quand vous regardez les archives, vous vous rendez compte que ça pouvait être bien plus turbulent. Moi, je suis retombé, même sans aller très loin, je suis retombé sur des archives où Jean-Marc Ayrault et François Hollande sont députés, et vous les voyez s'exciter aussi face à la droite de l'époque. Donc bon, on voit qu'il faut somme toute relativiser ça. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès qu'il y a un comportement, c'est peut-être la différence, qui un petit peu sort de l'ordinaire, on va dire, vous êtes sûr qu'il va être relayé sur Twitter. Et comme Twitter est devenu l'alpha et l'oméga des médias parisiens, du coup, les médias parisiens reprennent, et puis hop, c'est parti pour un tour de machine. Vous avez parlé de médias aussi dans cet entretien. Juste une question, quel est le problème de LFI avec CNews ? Moi, on m'a appris, et puis même du temps de Coluche, hein, donc ça remonte à quelques années, vous avez parlé de 84, moi je vous parle de 86. Coluche disait toujours, ce que je fais, si ça ne vous plaît pas, regardez sur votre poste, il y a un petit bouton, vous le tournez. Moi, CNews, comme d'autres chaînes, hein, si j'ai pas envie de la regarder, je la regarde pas. Pourquoi tout ce battage médiatique, ce procès ? Je pense que CNews, le problème, c'est que dessus, vous avez des propos qui, à mon avis, fracturent la cohésion nationale, qui sont tenus régulièrement. C'est-à-dire des propos d'ordre raciste, d'ordre sexiste et autres. Et que pour moi, c'est un véritable problème. Mais ces propos-là, s'ils sont cités, comme vous le dites, ça fait partie des choses qui doivent avoir lieu avec la justice. Alors là, c'est plus du média, c'est de la justice. Et c'est pour ça qu'il y a une commission d'enquête, pour voir à quel point c'est du ressort effectivement de la justice, et à quel point l'Arcom doit s'en saisir ou non. Donc c'est pour ça qu'on a demandé une commission d'enquête, pas
explicitement juste sur CNews, de manière générale, sur les médias. De toute façon, il y a une problématique à partir du moment où vous avez 9 milliardaires qui détiennent quasiment l'ensemble des médias. Ça doit nous interroger et ça doit ouvrir un débat. Qu'est-ce que c'est l'information pour le public et comment on traite l'information aujourd'hui? Moi, vous savez, depuis que je suis député, je vois le traitement d'information des chaînes en continu, notamment quand on y est invité. Si vous voulez, l'opportunité qu'on vous donne de traiter le fond des sujets, ou des sujets de fond, est très limitée. C'est souvent, on doit commenter les effets d'annonce de tel ou tel ministre, de telle ou telle personnalité. Avec des phrases très courtes. Voilà, avec des phrases courtes. Et percutantes. Et vous avez pour ça, on vous demande de faire des développements de moins de 1 minute 30. Donc on est dans un problème, à mon avis, qui est global. Quand je vous parlais de Twitter, c'est pas faux. En gros, si vous voulez exister aujourd'hui aux yeux des médias nationaux, il faut qu'ils voient ce que vous fassiez sur Twitter. Déjà, le fait qu'on soit obligé de passer par une plateforme qui appartient maintenant à monsieur Elon Musk. Encore un milliardaire. Vous voyez, déjà, c'est problématique. Et moi qui suis toulousain, citez-moi des actualités récentes que vous auriez entendues de Toulouse de la part des médias nationaux. Il y en a très peu. Il y aura peut-être un passage de TF1, effectivement, pour rendre hommage, et ils auront raison, à Claude Nougaro. Mais même moi, à Toulouse, je ne sais même pas ce qui se passe à Lyon, à Marseille, et je ne vous cite que des grandes villes. Vous êtes de Saint-Étienne, je ne sais pas ce qui se passe à Saint-Étienne. Pourtant, on a une activité assez riche. Hein. On a une information qui est parisiano-centrée. Et les journalistes avec qui je parle, ils me le disent eux-mêmes, mais moi, j'aimerais bien aller faire des reportages à Toulouse, mais ma rédaction, si c'est à plus d'1 heure de Paris, elle ne va pas me donner les moyens de le faire, parce que ça veut dire partir effectivement 2 jours peut-être pour bien investiguer. Et donc, on est dans ce blocage-là qui fait qu'on a des médias très parisiano-centrés et qui eux-mêmes, d'ailleurs, beaucoup des éditorialistes que vous voyez sont des Parisiens qui sortent peu du périph' et qui ont des idées préconçues sur ce qu'est la France. Je ne peux pas vous contredire sur ce sujet. Voilà. On ne va pas vous laisser partir sans un dernier mot sur le sport. Toulouse, pour vous, c'est le football ou c'est le rugby ? Bon, c'est un peu les deux, mais c'est sûr. Moi, je suis plutôt foot et plutôt stadium, mais on a la chance d'avoir une des meilleures équipes du monde en rugby, donc on va pas bouder son plaisir. Après, ce qui est important, je vais le dire, il y a le TFC masculin, les hommes, mais il y a aussi cette année quelque chose qui est important à mon avis pour Toulouse, c'est que notre équipe féminine du TFC est en division 2 et en très bonne posture pour accéder à la Ligue 1. Donc je leur souhaite tout mon soutien et j'espère que j'aurai le temps de pouvoir aller les voir pour cette montée. Merci beaucoup à vous. Merci. Et je sais que vous partez maintenant en séance. Oui. Donc bonne séance et bon travail de parlementaire. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.